Ami de Picasso, marchand des ténors de l'art moderne, Matisse, Braque, Léger, Paul Rosenberg va très rapidement se tourner vers l'international aussi en exposant aux États-Unis, un marché en pleine expansion. Mais au début de la Seconde Guerre mondiale, quelques semaines seulement après l'entrée des nazis dans Paris en 1940, Paul Rosenberg est, comme de nombreux galeristes juifs, l'une des cibles du régime d'Hitler qui souhaite, Christophe, mettre la main sur les œuvres modernes dites dégénérées pour les échanger en Allemagne contre d'autres œuvres. Son immeuble parisien, en effet, est réquisitionné par l'occupant dès le 4 juillet 1940. 2 mois plus tard, c'est au tour de la résidence du galeriste du côté de Floirac, près de Bordeaux, d'être encerclé par les nazis. Et à la suite d'une dénonciation, les nazis s'emparent des 162 toiles stockées dans le coffre de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie à Libourne. C'est toujours près de Bordeaux. Retenez bien cela parce que ça va être important pour la suite. Sa galerie, bien sûr, de la rue de la Boétie, elle est réquisitionnée par la Gestapo et devient, comble quand même de la situation, l'Institut d'études des questions juives. Sa principale activité, c'est la diffusion de la propagande antisémite et la publication d'une revue, le Cahier jaune. À la place des tableaux, une grande banderole est déployée sur la devanture et sur laquelle on peut lire « Nous combattons les Juifs pour redonner à la France son vrai visage, son visage de chez nous ». L'Institut d'études des questions juives concevra dans les murs de la galerie Rosenberg l'exposition Le Juif et la France, présentée au Palais Berlitz, boulevard des Italiens en 1941. Exposition très antisémite, le thème général de cette expo qui sera un gros succès avec jusqu'à 500 000 visiteurs et la supposée emprise corruptrice générale des Juifs sur les institutions et les secteurs d'activité français comme l'armée, le cinéma, l'économie ou la littérature. Oui, alors les 500 000 visiteurs, c'est ce que prétendent les antisémites de l'époque. En fait, ça n'avait pas été un grand succès. Et on pourrait dire tant mieux. On y apprend quand même dans cette exposition. Il a entre autres à repérer les faciès sémites et les effigies de personnalités juives. Alors bien sûr, on retrouve comme par hasard Léon Blum, qui est la cible des antisémites depuis des années, ou encore le journaliste Pierre Lazareff, notamment, représenté comme des cibles à abattre. Enfin, en 1942, un comble de l'humiliation pour celui qui a été mobilisé pendant la guerre de 14-18. Un décret prononce la déchéance de nationalité de Paul Rosenberg. Dans le même temps, la galerie L'Effort moderne de son frère Léonce, qui avait moins de succès dans les affaires que son frère Paul, est fermée aussi à son tour par les nazis en 1941. Pendant ce temps, l'unité nazie responsable des pillages d'œuvres d'art, dirigée depuis 1933 par un fidèle de la première heure d'Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, donc rien à voir avec la famille de Paul Rosenberg, rassemble le résultat de ces confiscations et c'est un véritable trésor qui a été dérobé. Oui, on peut le dire, les œuvres confisquées et volées sont stockées dans les salles du musée du jeu de paume à Paris. Elles sont archivées, photographiées minutieusement, puis transférées en Allemagne. Le ministre de l'Aviation et président du Reichstag, Hermann Göring, s'y rend fréquemment pour faire son marché, si on peut dire. Un trafic est organisé. On troque les tableaux volés contre des œuvres légalement détenues et jugées moins dégénérées. Et il faut évidemment souligner le travail phénoménal d'inventaire de Rose Valland, la simple attachée de conservation, précisément à ce jeu de paume, qui justement permettra de lancer dès la libération cette gigantesque campagne de recherche des œuvres d'art spoliées par les nazis à leurs propriétaires juifs à travers le monde. Alors réfugié aux États-Unis, comme de nombreux artistes et intellectuels français, Paul Rosenberg ouvre une galerie à New York sur la 57e rue à Manhattan, mais il sait que les nazis font en France, tout en voulant rester optimiste. Il écrit « Je sais qu'à Paris, on vend mes biens et que probablement ils trouveront asile en Suisse afin qu'ils puissent mieux disparaître. Tout cela, je cite, se solutionnera à la fin de la guerre et j'espère bien les retrouver. » Aux États-Unis, il y expose Braque, Picasso. Il reconstitue finalement l'univers de sa galerie parisienne, au cœur de Manhattan, au cœur de ce marché américain qu'il prépare depuis des années aux côtés d'un marchand et ami, George Wittgenstein. Je vous ai bien aimé mon accent, Yana. J'adore. Voilà. Manhattan. Son fils Alexandre, lui, n'est pas à Manhattan. Il est réfugié du côté de l'Angleterre. Il est lieutenant dans les forces françaises libres. Donc en fait, il est engagé dans la résistance. Et c'est là que je vous reparle de l'histoire, vous savez, du coffre à Libourne que je vous évoquais tout à l'heure avec les 162 œuvres, puisqu'en août 1944, c'est complètement dingue, il commande une troupe qui arrête au nord de Paris un train nazi. Bon, lors de l'ouverture des portes du wagon, Alexandre Rosenberg n'en croit pas ses yeux.
et il retrouve en fait les œuvres d'art qui avaient été spoliées, qui appartenaient à son père, environ 400 œuvres en tout. Alors imaginez quand vous tombez là-dessus, c'est quand même un drôle de hasard. Et d'ailleurs l'histoire est tellement dingue qu'elle inspira un film, très beau film que je vous recommande, c'est Le Train, qui avait été réalisé en 1964, film vraiment merveilleux avec Burt Lancaster et Jeanne Moreau notamment. Alors, Alexandre Rosenberg rejoint son père à New York en 1946 et devient son associé. Dans les années 50, Paul Rosenberg lui revient en France, mais il ne rouvre pas sa galerie de la rue de la Boétie qu'il vend en 1953. Il tente avec sa famille de récupérer les œuvres d'art volées par les nazis. Et sur les 400 œuvres disparues répertoriées à la fin de la guerre auprès de la commission de récupération artistique, 160 lui seront rapidement restituées. Elles sont retrouvées en Allemagne et en Autriche ou bien interceptées dans les derniers convois en partance. Et après sa mort en 1959, les enfants de Paul Rosenberg, Alexandre, qui a d'ailleurs été conseiller un temps du gouvernement américain sur les questions relatives aux œuvres d'art, et sa fille Micheline, vont continuer ce long et pénible travail de restitution qui s'est poursuivi ces dernières années. Mais il faut rappeler que jusqu'aux années 90, pas grand-chose n'avait bougé en Allemagne, ou bien encore dans les musées français, ou bien encore dans les ventes aux enchères. Vous voyez, vraiment un peu partout. La famille tente de récupérer par tous les moyens les œuvres spoliées, dispersées donc un peu partout, façon puzzle sur la planète. Alors, il y a là bien sûr des œuvres d'Edgar Degas, les Nymphéas de Monet, des Léger, des Matisse. C'est d'autant plus compliqué, Ilana, que les cotes de ces artistes célèbres est telle que c'est encore plus compliqué évidemment de récupérer ces toiles ou ces dessins très importants et voilà, très très convoités. Et en 1987, tout de même, les héritiers de Rosenberg intentent un procès aux États-Unis pour récupérer l'Odalisque d'Henri Matisse. C'est une toile située dans un musée de Seattle. C'est le premier procès contre un musée américain sur une spoliation nazie. Alors en 2012, parmi la soixantaine d'œuvres figurant dans une exposition du Centre Pompidou, un tableau d'Henri Matisse, robe bleue dans un fauteuil ocre prêté par un centre d'art norvégien, attire l'attention d'un organisme américain chargé de repérer les œuvres volées. Alors bien sûr, cet organisme informe la famille Rosenberg qui demande du coup au centre d'art norvégien de récupérer cette peinture qui avait donc été confisquée par les nazis, qui faisait justement partie de ces tableaux volés dans le coffre de Libourne en 1940. Alors l'œuvre est restituée à la famille en 2014, mais aujourd'hui encore, et c'est important, une soixantaine de peintures n'ont toujours pas été restituées au Rosenberg. C'est le cas par exemple d'un dessin au pastel d'Edgar Degas, le portrait de Gabriel Diot. C'était vraiment l'une des œuvres préférées de Rosenberg puisqu'elle était accrochée au-dessus de son bureau dans sa galerie. Transporté à l'ambassade allemande à Paris pendant la guerre, le dessin n'a jamais été retrouvé. Comme les autres œuvres, ce dessin de Degas a tout d'abord été transporté à l'ambassade allemande à Paris. Avec les autres œuvres d'art de Rosenberg, ce pastel est ensuite tombé entre les mains d'Alfred Rosenberg. Oui, ça c'est pour la petite histoire, et c'est un marchand d'art de Hambourg, Matthias Hans, qui s'est chargé de la vente du tableau en 1974 à son propriétaire actuel, un collectionneur suisse bien connu, mais les choses n'avancent pas. On a parlé de demande de rançon, vous voyez, tout ça est très obscur, malgré justement la mobilisation acharnée des petits-enfants et de l'avocat de la famille. Parmi les descendants de Paul Rosenberg qui perpétuent la mémoire de ce grand nom des galeries d'art, la plus célèbre est sa petite-fille, Anne Sinclair. Oui. Elle a justement consacré un livre à sa famille et à son grand-père dans 21 rue de la Boétie, paru chez Grasset donc en 2012 et qui a donné lieu d'ailleurs à une exposition au musée Mayol à Paris en 2017. Ouais, merci exposition beaucoup. Qui en fait à l'époque avait voyagé un petit peu dans d'autres villes. Et effectivement, je vous conseille vraiment ce livre qui est très émouvant et voilà, qui est écrit par Anne Sinclair, qui outre évidemment que c'est une excellente journaliste et aussi une excellente écrivaine. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard pour ce portrait donc en 2 parties consacré à Paul Rosenberg et à très vite pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France.